Bonjour, bienvenue à la conférence d'opérations immobilières. Celle-ci est consacrée à l'actualité jurisprudentielle du droit de la construction. Elle est animée par Maître Meneghetti, donc que je remercie d'avoir accepté de faire ce webinaire et je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement une actualité chargée cette année en droit de la construction, droit de l'assurance construction, chargée à la fois en raison des événements liés à la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, ce qu'on appelle le Brexit, et à ses conséquences sur l'ensemble de la souscription qui est faite soit en LPS, soit en LPE. Nous en dirons quelques mots rapidement pour faire un point d'étape sur la situation actuelle, chargée également parce qu'une actualité jurisprudentielle assez abondante, notamment dans les tout derniers mois de l'année 2019 et dans les 2 premiers mois de l'année 2020, qui a bouleversé sur certains secteurs le droit de l'assurance construction et apporté des précisions ou des éclaircissements sur d'autres. Nous allons essayer de faire donc un petit point sur l'ensemble de ces questions. Nous verrons plusieurs aspects, évidemment, la question du Brexit d'une part, des questions Voilà, il y a eu un petit incident technique, donc désolé pour cet incident. Donc je disais que nous allons avoir un certain nombre de questions que nous allons examiner, un petit point sur le Brexit, un point sur la garantie décennale, des questions relatives à la responsabilité contractuelle délictuelle des constructeurs, des questions plus propres à l'assurance et notamment aux exclusions d'échéances et non garanties, et enfin quelques éléments relatifs au principe de proportionnalité dans les domaines liés à la construction. Brexit, c'était le feuilleton de l'année 2019. Nous avons aujourd'hui une vision un tout petit peu plus claire pour l'année 2020. Alors je rappelle que le Brexit a surtout une influence en ce qui nous concerne au regard des souscriptions qui sont faites sur le territoire français par des entreprises installées dans un État membre qui donc prestent soit en liberté de prestation de services, soit en liberté de prestation d'établissement, ce qu'on appelle la LPS ou la LE. Et bien évidemment, les entreprises qui étaient installées au Royaume-Uni ou dans ses dépendances, Gibraltar, l'île de Man, sont aujourd'hui confrontées à la situation de la pérennité de leur souscription et de leur gestion de risque pour les entreprises qui avaient déjà presté soit en LE, soit en LPS. Donc la situation était un petit peu chaotique jusqu'aux dernières élections britanniques, puisque grâce à ces élections, le Parlement britannique a finalement adopté l'accord qui avait été négocié avec l'Union européenne. Cet accord du 17 octobre 2019 a été signé le 24 janvier 2020 par le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique. Il a été ratifié le 29 janvier suivant. Le 31 janvier, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Et nous sommes donc maintenant dans la période transitoire. Période transitoire qui va durer jusqu'à la fin 2020 à minima, avec une possibilité de prorogation jusqu'à fin 2022. Les parties semblent avoir indiqué qu'elles voulaient trouver une solution de sortie la plus rapide possible, mais aujourd'hui nous n'en savons pas plus. En l'état, l'ensemble du droit antérieur demeure en vigueur, c'est-à-dire que tout continue à se passer exactement comme lorsque le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne, s'agissant de la possibilité pour ces entreprises d'accéder au marché unique. Rien n'a changé. Il va falloir attendre les négociations et leur aboutissement sur le traité de sortie, qui n'est pas aujourd'hui évidemment encore finalisé, pour savoir quelles vont être les modalités précises de maintien d'un accès au marché unique et donc en matière d'assurance de maintien de la possibilité pour les entreprises britanniques de souscrire au sein de la communauté européenne et de maintenir une position soit en libre prestation de services, soit en liberté d'établissement. Et donc, évidemment, nous ne pouvons aujourd'hui avoir de précision à cet égard,
Ce qu'il faut retenir, c'est que tant que la période de transition dure, évidemment, nous aurons l'intégralité des dispositions antérieures qui sera maintenue, avec, vous le savez, une volonté des autorités de contrôle de renforcer leur contrôle sur la souscription en LPS, et on l'a vu encore récemment par une série de décisions prises par l'autorité de contrôle, notamment à propos de certaines entreprises d'assurance, je pense à la société Elite notamment, mais aussi de mieux contrôler la souscription dans le cadre de la directive distribution d'assurance. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce jour sur la situation du Brexit. Nous allons donc maintenant examiner les grandes décisions jurisprudentielles qui ont été rendues sur la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020 et essayer de voir en quoi elles vont concerner au quotidien la pratique de l'assurance construction. Donc, premier secteur dans lequel on a un certain nombre de décisions qui ont été rendues et qui sont effectivement, sinon novatrices, du moins qui apportent des changements ou des évolutions assez drastiques dans la pratique antérieure, c'est celui de la garantie décennale. Premier sujet qui est relatif à la prise en compte du procédé technique dans l'objet de la garantie. Alors, ce n'est pas tout à fait une innovation puisque c'est une évolution jurisprudentielle qui est apparue depuis 2018, précisément depuis un premier arrêt du 8 novembre 2018. On sait que traditionnellement, la Cour de cassation considère que l'assurance obligatoire de responsabilité décennale garantit les risques déclarés par le souscripteur, mais uniquement dans le cadre des activités déclarées au contrat d'assurance. Depuis un arrêt de principe du 29 avril 1997, maintes fois rappelé depuis. On sait également que la Cour de cassation avait une position traditionnelle qui consistait à dire que l'assureur d'une activité régulièrement déclarée et garantie ne pouvait, sauf exclusion spécifique, refuser la mise en œuvre de sa garantie au motif de la mise en œuvre par l'assuré de tel ou tel procédé, dès lors que ce procédé était une modalité d'application de l'activité exercée, laquelle était bien garantie. Elle l'avait notamment précisé à propos de l'étanchéité dans un arrêt du 10 septembre 2008 qui avait fait école. Depuis le mois de novembre 2018, la Cour de cassation a adapté sa jurisprudence s'agissant de procédés spécifiques, notamment en matière d'étanchéité, et notamment de ce fameux procédé Arnois, puisque par plusieurs arrêts, la Cour de cassation est venue nous dire que l'utilisation de ce procédé constituait non pas une modalité d'exercice de l'activité d'étanchéité, mais bien une activité elle-même, et qu'en conséquence, dès lors que l'assuré avait déclaré cette activité-là, il ne pouvait pas être garanti s'il avait employé une autre activité. C'est ce qu'est venu nous dire notamment un arrêt du 16 janvier 2020, confirmant les arrêts déjà rendus en 2018 et en janvier 2019, dans lequel la société avait déclaré exercer en tant que contractant général selon le procédé Arnois, et la Cour de cassation a donc confirmé une décision rendue par la Cour d'appel de Toulouse, considérant que le recours au procédé Arnois qui était contenu dans la clause ne constituait pas une simple modalité d'exercice de l'activité d'étanchéité, mais bien l'activité en elle-même, et considérant qu'au regard de la complexité de ce procédé, eh bien, il constituait, on va dire, en lui-même une activité assurable. Alors, cet arrêt est tout de même assez critiquable, d'une part parce qu'il est rendu au titre d'une garantie obligatoire dont les conditions sont régies par les clauses types, ce qui suppose que, bien évidemment, les clauses types ne font pas référence à la méthodologie d'emploi d'une activité, mais bien à l'activité garantie. D'autre part, en ce qu'on peut tout de même s'interroger sur le fait de savoir si garantir une société d'étanchéité en limitant la garantie à l'exercice d'un seul procédé ne revient pas à exclure tous les autres, ce qui serait de ce fait une exclusion indirecte, et cette exclusion indirecte pourrait alors être considérée comme suffisamment formelle et limitée pour être valide. La question n'a pas été posée sous cet angle-là à la Cour, il faudra peut-être attendre de nouvelles décisions pour la faire venir. Autre sujet très prégnant depuis quelques années dans la jurisprudence de la Cour de cassation et de la troisième chambre civile, c'est la question rémanente de la qualification d'ouvrage ou d'élément d'équipement.
Sujet très important puisque, vous le savez, cette qualification va permettre de déterminer quel type de garantie va s'appliquer et donc quel type d'assurance, évidemment, va être susceptible d'être mobilisable. Type de garantie, en l'occurrence, la question est de savoir si on est sur une garantie décennale ou éventuellement sur une garantie biennale de bon fonctionnement des éléments dissociables d'équipement. Type d'assurance, évidemment, est-ce qu'on est dans le cadre du champ de l'assurance obligatoire ou non? Critères de distinction entre l'élément d'équipement et l'ouvrage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Pour autant, la Cour de cassation entend, et le rappelle, exercer son contrôle sur la motivation des décisions d'appel. Et on en a un exemple ici. En l'occurrence, le premier arrêt, qui est un arrêt du 4 avril 2019, concernait un pont roulant, et la Cour de cassation a estimé que cet élément, qui était à l'évidence un élément qui était un élément d'équipement d'un ensemble, par sa complexité, par son ancrage au sol, par sa fonction sur la stabilité de l'ensemble, constituait un ouvrage de nature immobilière. Et évidemment, elle en a déduit que la garantie décennale obligatoire s'appliquait, ce qui était intéressant puisque le débat était de savoir qui devait garantir les désordres affectant ce pont roulant. Est-ce que c'était l'assureur de responsabilité décennale obligatoire ou est-ce que c'était l'assureur de responsabilité civile professionnelle? Et évidemment, des deux compagnies différentes, l'intérêt étant élevé, la question était prégnante. Un autre arrêt dans le même sens a été rendu le 16 janvier 2020 s'agissant de cloisons intérieures. Dans cet arrêt, on a un intérêt majeur de cette décision, c'est qu'elle vient confirmer que des éléments totalement dissociables, puisqu'on était là sur des cloisons amovibles, peuvent, en fonction de la complexité et en fonction de l'importance et du volume qui est utilisé dans l'opération de construire, être considérée en elle-même comme un ouvrage. Et la Cour de cassation, dans ce dossier, va sanctionner l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles, qui avait estimé que la pose de ces cloisons constituait des travaux d'aménagement intérieur qui n'entraient pas dans le champ des dispositions de l'article 1792 du Code civil, en lui reprochant de n'avoir pas cherché si les travaux qui avaient fait l'objet du marché conclu avec l'entreprise ne constituaient pas dans leur ensemble un ouvrage. Alors, je vous rappelle que l'intérêt aujourd'hui de ces distinctions, on va le voir dans l'arrêt qui suit, c'est évidemment l'éligibilité à l'assurance décennale et c'est aussi la question de la nature de la responsabilité qui pèse sur le locataire d'ouvrage qui met en œuvre les éléments ou les ouvrages. Question qui est effectivement prégnante dans l'arrêt qui suit, l'arrêt du 13 février 2020, et qui vient reprendre une jurisprudence très ancienne de la Cour de cassation à propos des peintures, puis c'est une jurisprudence qui avait été rendue depuis longtemps, qui considérait que les peintures ayant un rôle purement esthétique ne constituent pas un ouvrage, ni un élément constitutif d'ouvrage, ni un élément d'équipement. Alors, cette jurisprudence est bien connue, et je n'aurais pas évidemment cité cet arrêt s'il n'avait pas un intérêt particulier, c'est que nous étions en l'espèce en présence d'une peinture qui avait une fonction particulière, puisque cette peinture n'était pas simplement une peinture, on va dire, esthétique, elle avait une fonction d'imperméabilisation. Alors certes, l'imperméabilisation n'est pas l'étanchéité. Et tout le débat vient se poser à cet égard, puisque la Cour d'appel avait jugé que cet élément, du fait de son rôle d'imperméabilisation, constituait un élément d'équipement et était donc susceptible d'ouvrir droit à garantie décennale si le désordre qui trouvait son siège dans cet élément d'équipement avait pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans son entier. Alors, je rappelle que, à cet égard, vous avez d'une part, en matière de construction neuve, une jurisprudence très classique de l'article 1792 qui dit que lorsqu'un désordre affecte un élément constitutif ou un élément d'équipement et rend l'ouvrage impropre à sa destination, eh bien, évidemment, la garantie décennale est acquise. Et vous avez une jurisprudence beaucoup plus récente
qui date du 15 juin 2017, qui depuis a été reprise de manière constante par la troisième chambre de la Cour de cassation, relative à l'installation d'éléments d'équipement sur existants, qui là aussi est venu dire que l'installation d'un élément d'équipement sur existant, lorsque elle avait pour conséquence de rendre l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, entraînait la mise en jeu de la garantie décennale, que cet élément d'équipement soit dissociable ou non de l'existant. C'était sur ces bases-là que la Cour d'appel avait pris la décision entreprise, et la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif, et là le propos de la Cour est intéressant, que, en application de l'article 1792, un enduit de façade qui constitue un ouvrage lorsqu'il a une fonction d'étanchéité ne constitue pas un élément d'équipement, même s'il a une fonction d'imperméabilisation, dès lors qu'il n'est pas destiné à fonctionner. La Cour reprend ici le critère classique qu'elle utilisait de nombreuses fois en matière de garantie biennale des éléments dissociables d'équipement, où elle considérait qu'un élément ne pouvait être garanti que s'il fonctionnait, et donc elle excluait du bénéfice de la garantie tous les équipements inertes. Elle reprend cette même distinction, mais s'agissant cette fois-ci de la mise en jeu de la garantie décennale, et par cumul avec son ancienne jurisprudence, exclut, si cet arrêt devait être confirmé de manière systématique, exclut du bénéfice de la garantie décennale tous les éléments d'équipement inertes, sauf s'ils auraient une fonction d'étanchéité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. L'arrêt suivant est un rappel. Un rappel, on va dire, classique mais nécessaire. L'assurance obligatoire de responsabilité décennale ne couvre pas les dommages immatériels. Alors c'est un rappel important parce qu'il y a souvent une confusion qui s'opère entre le champ de la responsabilité et le champ de l'assurance obligatoire. Rappelant que, en termes de responsabilité, tout locataire d'ouvrage est responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants des désordres qui rendent les ouvrages impropres à sa destination ou affectent leur solidité. Et évidemment, cette responsabilité est régie par le principe de réparation intégrale du dommage. Donc c'est tout le dommage, matériel et immatériel, qui est garanti. Mais l'assurance obligatoire, telle qu'elle est définie par les clauses types, ne couvre de cette responsabilité que le coût de réparation des dommages matériels. Et là, il y a bien une distinction qui doit être faite entre ce qui relève de la responsabilité du locataire d'ouvrage, qui lui a en charge d'indemniser l'ensemble du dommage, et ce qui relève de l'assurance de responsabilité quand elle est limitée à la garantie obligatoire, qui n'indemnise que le coût de la réparation des dommages de nature matérielle. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt du 5 décembre 2019, rappel à une jurisprudence tout à fait constante, mais néanmoins fort utile, puisque la Cour d'appel avait effectivement posé la question en ces termes. Un arrêt ensuite un peu plus ancien, du 18 avril 2019, mais qui vient apporter une précision très intéressante sur le point de départ de la garantie décennale du vendeur après achèvement. Cet arrêt a un intérêt particulier parce qu'il vient répondre à une question qui est assez prégnante en matière de vente après achèvement. Nous avions en l'espèce des maîtres d'ouvrage qui avaient fait procéder à la construction d'une habitation et qui l'avaient tacitement réceptionnée en 2002, puis vendue en 2007. L'acquéreur se plaignait de désordre et avait assigné en indemnisation les vendeurs qui avaient appelé les constructeurs en garantie ainsi que leurs assureurs. Et l'arrêt d'appel avait rejeté les demandes de l'acquéreur sur le fondement de la garantie décennale en considérant que l'acquéreur pouvait par une simple visite se convaincre du caractère apparent des désordres et que donc dès lors qu'il pouvait se convaincre de ce caractère apparent, il s'agissait bien d'un vice apparent qui dès lors ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination, l'acheteur ayant acheté le bien en connaissance de cause. Cet arrêt est cassé à juste titre par la Cour de cassation, puisque la Cour retient que la Cour d'appel a fait une confusion entre la date de la réception de l'ouvrage à laquelle s'apprécie le caractère caché ou apparent d'un vice au sens de 1792
et le caractère de vice caché qui pouvait être éventuellement revêtu dans le cadre de la vente immobilière, qui était un autre problème. Mais on était là sur le terrain de l'action sur l'article 1792, donc l'action au regard du droit de la construction et non celle tirée du droit de la vente. Et la Cour de cassation rappelle à juste titre que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage au jour de la réception. Point important, car en l'occurrence, au jour de la réception en 2002, il n'y avait pas de caractère apparent des désordres, et en tout cas, il n'était pas établi. Arrêt suivant du 19 décembre 2019, dans le même sens, même question, même nature posée, même solution qui est apportée par la Cour de cassation, qui rappelle que, en statuant ainsi, alors que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux, la Cour d'appel a violé les textes visés. L'intérêt de cet arrêt, qu'il était relatif à un maître d'ouvrage vendeur qui était lui-même le constructeur de l'ouvrage. Et l'ouvrage avait acquis en kit et monté lui-même, le fameux castor dont on parle souvent en matière d'autoconstruction. Et après vente de l'ouvrage qu'il avait donc construit, il s'était trouvé recherché par les acquéreurs en réparation de désordres affectant l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés, de l'obligation de délivrance conforme et du dol. Donc on avait là effectivement un panel d'actions qui était faites. Et la question portait uniquement sur l'action fondée sur la garantie décennale. Et sur la garantie décennale, donc la Cour, là encore, avait rejeté la demande en considérant que, compte tenu du caractère manifestement apparent des désordres au jour de la vente, il ne pouvait pas se prévaloir de l'article 1792, arrêt qui est donc cassé, avec la même solution que dans l'arrêt précédent, rappelant que, en matière de garantie décennale, le caractère apparent ou caché des désordres s'aperçoit en la personne du maître de l'ouvrage au jour de la réception. Un arrêt ensuite qui vient confirmer là encore une jurisprudence maintenant bien établie depuis 2010 de la Cour de cassation sur le caractère décennal de l'absence d'ouvrage parasismique. On sait que la Cour de cassation considère depuis maintenant plus d'une dizaine d'années que par dérogation aux règles habituelles qui veulent que pour entraîner un caractère décennal, il faut que le désordre se manifeste dans le délai d'épreuve décennale. En matière de garantie des ouvrages soumis à l'obligation de respect des normes parasismiques, le désordre est tellement prégnant en cas de non-conformité à ces normes qu'il constitue à lui seul un désordre de nature décennale, même en l'absence de manifestation des désordres dans la période d'épreuve. Cet arrêt vient confirmer cette jurisprudence en considérant que la simple non-conformité aux normes parasismiques constitue donc un désordre de nature décennale, même sans survenance de dommages dans le délai d'épreuve. Donc voilà les décisions importantes qui nous semblaient utiles de vous signaler dans le cadre de la garantie décennale. Deuxième grand domaine dans lequel un certain nombre de décisions ont été rendues qui viennent apporter des éléments nouveaux ou en tout cas des solutions nouvelles en matière de responsabilité des constructeurs et d'assurance des constructeurs, c'est le domaine de la responsabilité contractuelle ou délictuelle des constructeurs. Et le premier de ces arrêts est l'arrêt rendu à tout seigneur, tout honneur par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 13 janvier 2020 dans la continuité de la jurisprudence Miro. Alors, je rappelle que la Cour de cassation avait, dans un arrêt précédent du 6 octobre 2006, avait jugé que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle en manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La question était essentiellement probatoire. Elle consistait à savoir si, lorsque un tiers au contrat, un sous-traitant par exemple, ou un maître d'ouvrage par rapport à un sous-traitant, ou même un tiers totalement extérieur, subissait un dommage du fait de l'inexécution par une personne d'une obligation contractuelle,
la seule démonstration de cette inexécution suffisait à constituer la faute délictuelle requise pour mettre en jeu sa responsabilité sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Il y avait une divergence qui existait antérieurement à l'arrêt de l'Assemblée plénière de 2006, et cet arrêt d'Imiro est venu mettre un terme, dans l'esprit des magistrats, à cette divergence. Il reste que ça n'a pas vraiment mis un terme, puisqu'il y a eu une résistance des décisions, non seulement des juges du fond, mais résistance aussi de certaines chambres de la Cour de cassation, puisque un certain nombre de décisions avaient été rendues en 2008, en 2017, qui avaient tenté de réduire la portée, avec notamment une décision du 10 janvier 2017 qui avait jugé que les motifs tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice sont impropres à caractériser une faute délictuelle. C'est à l'évidence cette divergence qu'a voulu faire cesser la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, puisque, au visa des articles 1165 et 1240 du Code civil, elle a rappelé sa précédente jurisprudence, et elle l'a fait en prenant soin d'exposer dans son raisonnement les raisons pour lesquelles elle parvenait à cette solution. Elle a exposé que le principe qu'elle avait dégagé était destiné à faciliter l'indemnisation du tiers à un contrat, qui ne pouvait parvenir à caractériser la méconnaissance d'une obligation générale de prudence et de diligence, ni d'un devoir général de ne pas nuire à autrui, et que donc il fallait protéger ce tiers en lui donnant des moyens d'action. Et partant de ce principe-là, elle a réaffirmé que le manquement par un co-contractant à une obligation contractuelle était de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui causait un dommage, et que dès lors, et cet attendu est très important, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'était pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement. Alors, la doctrine a apprécié, on va dire, diversement cet arrêt, puisque un certain nombre de commentateurs l'ont assez fortement critiqué. Il est vrai qu'on peut s'interroger sur l'utilité de maintenir la notion de faute délictuelle dans ces conditions, puisqu'il suffira maintenant d'établir un lien de causalité avec le manquement à une exécution d'une obligation contractuelle. Donc, quel intérêt ? En tous les cas, en matière constructive, cette jurisprudence a vocation à s'appliquer, notamment, comme je le disais, au recours entre colocataires d'ouvrages dont la Cour de cassation nous rappelle qu'ils sont fondés sur les dispositions de l'article 1382, ou au recours entre un maître d'ouvrage et un sous-traitant, qui également sont fondés, on le sait depuis l'arrêt Besse de 1991, sur ce même fondement jurisprudentiel, ce même fondement délictuel. Dans la continuité de cette logique, la question se posait donc des recours entre colocataires d'ouvrages. Je rappelle que la Cour de cassation nous dit plusieurs choses à cet égard. Elle nous dit d'une part qu'ils sont fondés sur la responsabilité délictuelle. Elle nous dit aussi dans un arrêt de 2019 que bien qu'étant fondés sur la responsabilité délictuelle, lorsque ces recours ont pour fondement un désordre de nature décennale, l'assureur de responsabilité décennale obligatoire doit néanmoins sa garantie, puisque la garantie s'attache au dommage et non pas à la nature de la responsabilité. Arrêt qui, au demeurant, est totalement critiquable, puisqu'on est en assurance de responsabilité et non pas en assurance de choses. Néanmoins, c'est la position qu'a pris la Cour de cassation. Et elle vient aujourd'hui compléter cet édifice relatif à l'articulation des recours entre les intervenants à l'opération de construire par plusieurs arrêts. Le premier arrêt, qui est du 16 janvier 2020, concerne les actions dirigées par les constructeurs en garantie à l'encontre de notre colocataire d'ouvrage. La question s'était posée de l'interprétation des dispositions de l'article 1792-4.3. Il faut rappeler que lorsque l'ordonnance de 2005 a été rendue et que, à la base, le rapport Périnnet-Marquet, puis l'ensemble des intervenants de la CTAC à l'époque, avaient émis le souhait d'uniformiser l'ensemble des prescriptions. Ça a été le cas par l'ancien article 2270, puis par les articles 1792, 4.2, 4.3,
rendu notamment sous l'empire de la loi du 17 juin 2008. Et l'idée était de dire que nous avions maintenant un droit uniforme en matière de prescription, puisque tous les intervenants à l'opération de construire avaient une même prescription décennale ou biennale courant à compter de la réception des ouvrages. Malheureusement, c'est pas comme ça que l'entend la Cour de cassation, puisque dans cet arrêt du 16 janvier 2020, elle vient nous indiquer que, en réalité, l'article 1792-4.3 ne s'applique, selon elle, qu'aux seules actions en responsabilité intentées par le maître d'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants, et que l'action en responsabilité entre les colocataires d'ouvrage ne se prescrivait donc pas par cette prescription spéciale, mais bien par la prescription de droit commun de l'article 2224, qui est donc quinquennale. L'idée de la Cour étant de permettre aux locataires d'ouvrage d'exercer leur recours lorsqu'ils sont assignés en toute fin de prescription par le maître de l'ouvrage, puisqu'elle précise que ce délai de prescription quinquennale court à compter de la réclamation judiciaire qui est faite par le maître de l'ouvrage, qui ouvre un nouveau délai. Alors évidemment, c'est une solution très favorable au recours entre les constructeurs. C'est une solution qui quand même crée beaucoup d'incertitudes, parce que ça veut dire qu'on ne sait jamais vraiment quand va s'arrêter la prescription des actions qui peuvent être dirigées contre soi. On va dire que ça serait au plus tard 15 ans. Ça veut dire aussi que dans la mesure où on sait que ces actions peuvent s'exercer dans un délai supérieur à celui de la garantie décennale, et qu'on sait que la Cour de cassation nous dit que sont nulles toutes les clauses d'une assurance obligatoire qui ont pour but de restreindre la durée de la garantie à une période inférieure à la durée de la responsabilité qui pèse sur l'assuré, on peut se poser la question de la durée obligatoire maintenant des polices d'assurance décennale ou des polices d'assurance de responsabilité facultative des intervenants à l'opération de construire, qui devrait couvrir la totalité de l'exposition au risque, donc au moins 15 ans, avec un maintien éventuel de la garantie dans le temps. Il y a une vraie problématique qui n'est pas tranchée, qui découle de cet arrêt et qu'il va falloir examiner maintenant au cas par cas. En tout cas, retenez que ce délai de prescription est donc quinquennal à compter de l'action du maître d'ouvrage. Deuxième arrêt qui va dans le même sens, c'est cette fois-ci sur les actions intentées par des tiers. Là encore, la Cour de cassation nous dit que la prescription spéciale de l'article 1792-4.2 étant réservée au maître de l'ouvrage, elle n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construire, qui eux, en l'occurrence, s'agissait de troubles anormaux de voisinage et d'une action intentée par le propriétaire du fonds voisin, eh bien, qui agissaient contre les constructeurs sur la théorie improprement baptisée du voisin occasionnel. Eh bien, cette action, elle relève du droit commun et elle se prescrit donc par 5 ans et non par 10 ans à compter de la réception. Par 5 ans à compter de la manifestation du dommage, ou plus exactement du moment où celui qui poursuit connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ses droits. Enfin, troisième arrêt qui s'inscrit également dans le même courant, un arrêt effectivement qui dit que les tiers, alors là c'est encore dans un autre domaine, effectivement, c'est dans les actions qui sont dirigées par des tiers, ne sont pas assujettis à cette prescription. On voit donc clairement se dessiner ici une position de la Cour de cassation qui réserve expressément les prescriptions spéciales aux actions exercées par le maître. Et donc, on peut se poser légitimement la question aujourd'hui de l'unification des prescriptions que toute la doctrine avait appelée de ses vœux et la pratique. Cette unification des prescriptions paraît aujourd'hui bien compromise et il faudra voir quelles en sont les conséquences à l'avenir sur la portée assurantielle, notamment au regard des décisions rendues sur la durée, le maintien de la garantie dans le temps et la durée de l'assurance et des clauses qui avaient pour effet de réduire cette durée. Quatrième point de notre conférence d'aujourd'hui, on va aborder des questions plus proches de l'assurance proprement dite et notamment des questions relatives aux exclusions, aux déchéances et aux non-garanties qui agitent évidemment, et c'est normal, la pratique autant que la doctrine, puisqu'il s'agit au quotidien des questions relatives à la mise en jeu des garanties assurantielles liées aux opérations de construire. Alors, il y a un vieux serpent de mer
qui ressurgit, je crois, régulièrement, je n'ose pas dire chaque année, mais presque, c'est celui de l'exclusion de la faute délibérée au regard des règles de l'art et des normes techniques. Pourquoi dis-je vieux serpent de mer? Parce que je ne crois pas avoir vu une seule police d'assurance dans ma carrière où cette exclusion ne soit pas stipulée en toutes lettres. Et tout le monde sait pertinemment que la Cour de cassation l'écarte de manière quasiment systématique depuis plus de 20 ans. Il n'en reste pas moins que on vient régulièrement plaider sur l'application de cette exclusion et la Cour de cassation rappelle de manière quasiment constante sa jurisprudence à cet égard. Alors, il faut rappeler que le principe fondamental d'une clause d'exclusion de garantie, c'est que sur le fondement de l'article 113.1 du Code des assurances, une clause doit impérativement être formelle et limitée pour être valide, et que la Cour de cassation nous rappelle de manière extrêmement constante qu'une clause n'est ni formelle ni limitée si, d'une part, elle a pour effet de vider la garantie de sa substance ou de supprimer toutes les garanties prévues, ou si, d'autre part, elle ne permet pas à l'assuré de connaître dès la signature du contrat la portée des cas où il sera garanti et de ceux où il ne le sera pas. Ces principes viennent donc de connaître deux confirmations patentes par la Cour de cassation, avec un premier arrêt du 3 juillet 2019 qui rappelle qu'une clause qui exclut de la garantie les, j'ouvre les guillemets, dommages résultant d'une violation délibérée des règles de sécurité, de prudence, des règles de l'art et des consignes de sécurité, on me dirait qu'on avait quand même on avait ouvert le grand éventail, ne permet pas à l'assuré de connaître avec exactitude ce qui est exclu et doit donc être réputée non écrite. J'allais dire que la lecture de la clause en elle-même laissait peu de doute sur la réponse qu'apporterait la Cour de cassation à cet égard, même si effectivement il y avait une référence à des règles de sécurité et de prudence. Évidemment, elle n'était ni définie ni explicitée. Un deuxième arrêt rendu le 19 septembre 2019 nous dit de la même manière que, en l'absence de définition contractuelle des règles de l'art et des normes techniques applicables dans le secteur d'activité de l'assuré, ce dernier ne peut pas établir avec précision l'étendue de l'exclusion et le caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation, et donc la Cour écarte la clause réputée non écrite. Celle-là est un petit peu plus intéressante parce que la clause visait, j'ouvre les guillemets, les dommages résultant d'une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l'art et normes techniques applicables dans le domaine d'activité de l'assuré. Or, on aurait pu penser que ce domaine d'activité de l'assuré, il était quand même strictement encadré par la police, puisque, et j'en reviens si vous vous rappelez à ce que nous disions au tout début de cette intervention, la Cour de cassation considère que l'assureur ne doit sa garantie que dans la limite de l'activité déclarée au contrat. Dès lors, vous pouvez relativement logiquement en inférer que le domaine d'activité de l'assuré, c'était bien celui qui était déclaré au contrat et qu'il était assez simple de déterminer quelles étaient les normes techniques et les règles de l'art applicables dans ce domaine. Pour autant, la Cour de cassation nous dit ben non, ce n'est pas suffisamment précis, il fallait encore les définir pour que l'assuré puisse savoir exactement quelles règles il devait ne pas violer. Et je dirais qu'elle comprend là-dessus, elle reprend sa jurisprudence constante, à défaut de définition précise. La difficulté étant que la Cour de cassation ne nous a jamais dit ce qu'était une définition précise et que chaque fois que des assureurs ont tenté de présenter une clause avec des définitions, fussent-elles très 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 détaillées, la Cour a considéré qu'elle n'était pas suffisamment précise pour la validité de l'exclusion. Je pense qu'elle ferait mieux de dire que cette exclusion par principe n'a pas de valeur et à l'écarter, ça serait plus simple. Autre clause qui a fait couler beaucoup d'encre, alors notamment lorsqu'on est en matière d'assurance construction, c'est la clause qui a pour objet d'exclure de la garantie le prix du travail effectué ou du produit livré, ainsi que les frais engagés pour parachever le travail ou le coût des travaux nécessaires à sa réparation. Alors il faut rappeler que cette clause est une clause d'usage dans toutes les polices de responsabilité civile et notamment dans les polices de RC produits, puisqu'elle a pour vocation de permettre de laisser à charge de l'assuré une part du dommage, ce qui a d'une part l'objectif de le responsabiliser, d'autre part qui est nécessaire pour permettre une économie du contrat d'assurance. Et elle est d'ailleurs reconnue comme quasiment systématiquement applicable dans
toutes les polices de responsabilité. La Cour de cassation a plusieurs fois rappelé, à part un arrêt de 2015 où elle avait écarté cette clause, mais qui est vraiment un arrêt d'espèce, elle a systématiquement rappelé que cette clause était valide de manière non discontinue. La question qui se posait, c'est qu'autant on peut concevoir qu'une clause de ce type est une validité assez logique dans une police de RC produit, où on va insérer un produit dans un ensemble et où le défaut affectant ce produit va pouvoir avoir des conséquences sur ce qu'il y a autour, et que donc reste dans le champ de la garantie l'indemnisation de tous les dommages autres que ceux causés au produit, autant lorsque l'activité, l'objet du contrat est exclusivement la construction d'un ouvrage ou d'un élément d'équipement, et que c'est cet ouvrage, cet élément d'équipement qui est affecté d'un désordre et qu'il n'y a pas d'autre dommage au final que celui-là, on peut se poser la question de savoir si l'exclusion des dommages causés au produit ou à la prestation ou de leur coût de réparation n'aboutit pas à vider la garantie de sa substance. Et il y a à cet égard, en matière d'assurance construction, une appréhension un peu particulière à faire de la question. Pour autant, la Cour de cassation, dans cet arrêt, a effectivement pris une position qui est relativement claire. Elle va donc à contrario de l'arrêt du 20 octobre 2015 que j'avais évoqué tout à l'heure, et elle a confirmé une jurisprudence qu'elle avait repris depuis le 10 décembre 2015 et de manière constante, avec notamment des arrêts du 14 février 2019, en disant que l'exclusion était définie de manière claire et précise, qu'elle ne vidait pas la garantie de sa substance, et que dès lors qu'il existait des autres désordres qui demeuraient garantis, eh bien, la clause était valide. Et évidemment, cela correspond à sa jurisprudence usuelle, mais ça a une portée particulière parce que on se rend compte que très rapidement, eh bien, 90% peut-être de l'objet du désordre peut être exclu de l'assurance, en rappelant que cette exclusion, évidemment, ne peut être valide que dans le cadre des polices facultatives. Elle ne peut naturellement pas s'appliquer aux polices de garantie décennale obligatoires qui sont encadrées par les clauses types. Même solution rendue par un arrêt du 5 décembre 2009, et effectivement, la Cour, là encore, valide une clause d'exclusion dans laquelle la question se posait effectivement de la portée de la garantie souscrite, puisque elle concernait exclusivement les dommages causés aux tiers, et donc la Cour de cassation considère qu'effectivement cette police ne garantissait pas le coût des travaux à l'origine du dommage, et que ces clauses excluant le coût du remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage, et puis c'est des clauses qui étaient suffisamment formelles et limitées et n'entraînaient donc pas la censure. Au-delà de la validité de ces clauses, la question se posait également de leur portée. Et vous avez un arrêt du 19 septembre 2019 qui présente un intérêt à cet égard, parce que une société avait été missionnée pour réaliser des travaux et avait été assignée en réparation de sinistre, et la Cour d'appel avait écarté la garantie de l'assureur au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, et elle avait retenu que les conditions particulières du contrat d'assurance prévoyaient l'exclusion d'un certain nombre de dommages, dont le prix du travail effectué ou du produit livré, les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout produit. La question ici ne se posait pas de la validité de cette clause, mais bien de sa portée. Et notamment le fait de savoir si les sommes dont on demandait le remboursement correspondaient ou non à des sommes payées pour parachever le travail ou pour indemniser le coût des travaux effectués. Et la Cour de cassation a défini précisément l'exclusion en disant que les dommages résultant du fonctionnement de l'ouvrage ne correspondaient ni au prix du travail effectué, ni aux frais engagés pour parachever le travail, et que donc ces dommages n'entraient pas dans le champ d'application des articles précités. Intéressant parce qu'on voit que même lorsque la clause est valide, encore faut-il qu'elle s'applique aux faits de l'espèce, qu'il ne faut jamais négliger que la position en droit ne néglige pas une interprétation d'espèce. Quelques arrêts aussi liés à la question de déclaration de chantier, et notamment un arrêt qui a fait couler beaucoup d'encre, un arrêt du 27 juin 2019,
relatif à l'absence de déclaration de chantier et à la sanction qui en résulte. Alors, c'est un arrêt très important qui est rendu au propos des contrats d'assurance de maître d'œuvre souscrits par la mutuelle des architectes français, comme l'arrêt qu'on examinera par la suite. Cet arrêt a un intérêt particulier parce que il pose la question des règles proportionnelles. En fait, on sait que depuis une quinzaine d'années, toute la doctrine considère que la déclaration de chantier dans le cadre d'une police à abonnement ne se confond pas avec la déclaration d'un risque, et que donc elle ne permet pas le jeu des dispositions de l'article L113.9, mais bien celle uniquement de l'article L113.10 du Code des assurances, qui dispose que dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre de personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50% de la prime omise. Donc, on était là véritablement sur l'application classique de cette doctrine. Et pourtant, la Cour de cassation a validé une clause d'un contrat d'assurance qui allait à l'encontre de ces principes, puisque, en l'occurrence, les conditions générales du contrat d'assurance faisaient obligation à l'adhérent de fournir la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, et elle disait bien que la déclaration de ces missions avait pour but de permettre à l'assureur d'apprécier l'étendue, l'identité de l'opération, et donc en gros le risque qu'il prenait en charge pour chaque mission. Et le contrat visait expressément les stipulations de l'article L113.9 et disait que l'assureur se réservait le droit de diminuer l'indemnité de l'assuré, conformément à l'article précité, précisant qu'en cas de défaut de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie. Cette stipulation paraissait totalement contraire à la position de la doctrine et pourtant, elle a été validée par la Cour de cassation, qui a considéré que l'assureur était bien fondé à opposer au terme du contrat une absence de garantie qui ne constituait, dixit la Cour, ni une exclusion, ni une déchéance. Donc une non-garantie. Alors, c'est quand même une décision très lourde de conséquences parce qu'il est évident qu'on est en matière de garantie obligatoire et que lorsque un maître d'ouvrage va demander une attestation à l'entreprise, en l'occurrence au maître d'œuvre, qui va intervenir sur son chantier, il n'a aucun moyen de savoir si cette entreprise va déclarer ou non son chantier à l'assureur. Et pour autant, il peut se retrouver avec une privation de garantie qui ne résulte en rien de son fait, sans pouvoir le savoir à l'avance. Ça me paraît introduire une véritable incertitude dans l'assurance obligatoire de responsabilité, rappelant qu'en matière d'architecte, il y a une assurance obligatoire décennale, mais il y a aussi une assurance obligatoire de responsabilité civile professionnelle, ce qui est susceptible, à mon sens, de créer encore une incertitude sur les opérations de construction. De la même manière, l'arrêt qui a été rendu le 16 janvier 2020 au visa du Code de déontologie de l'architecte paraît totalement également critiquable. Critiquable parce que là encore, la Cour de cassation va valider une stipulation contractuelle par la constatation d'une non-garantie, alors même que cette stipulation paraît totalement étrangère à ce qui est prévu par les dispositions des articles L241 et suivants du Code des assurances. En l'espèce, la question était celle du respect par l'assuré, maître d'œuvre, de l'article 8 du Code de déontologie des architectes qui prévoit la nécessité d'une indépendance. Il se trouve que ce maître d'œuvre était à la fois maître d'œuvre de l'opération et représentant de l'une des personnes morales locataires d'ouvrage. Et la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas une suffisante détermination de l'indépendance entre les deux pour pouvoir permettre de considérer qu'il y avait l'application des principes de l'article 8 du Code de déontologie et qu'en conséquence, dès lors que l'exigence d'indépendance n'avait pas été respectée, l'article 1.1 du contrat d'assurance était applicable et que l'assureur était en droit de refuser sa garantie, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une exclusion, mais bien d'une non-garantie. Alors, cet arrêt, là aussi, fait couler beaucoup d'encre. Il est, à mon sens, totalement critiquable. D'une part, parce que rien dans les clauses types ne subordonne l'octroi de la garantie au respect d'une quelconque clause déontologique.
D'autre part, parce que quand la Cour de cassation nous dit qu'il s'agit d'une non-garantie, là encore, on peut se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'une exclusion indirecte, qui pour le coup serait, à mon sens, insuffisamment formelle et limitée. En tout cas, aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent, notamment lorsqu'on est en présence de maîtres d'œuvre qui cumuleraient des fonctions sans que le principe d'indépendance puisse être de manière évidente respecté. Encore une jurisprudence, on va dire classique sur l'exclusion de la faute intentionnelle. Question récurrente en jurisprudence sur ces questions est de savoir si la faute intentionnelle suppose uniquement l'intention de commettre l'acte ou celle de produire le dommage tel qu'il s'est réalisé. La Cour de cassation maintenant nous a, sur ce point-là, confirmé depuis assez longtemps sa position. Pour qu'une faute soit considérée comme intentionnelle au sens de l'exclusion de garanties prévues dans le Code des assurances et dans les clauses types, il faut que celui qui commet la faute ait non seulement l'intention de commettre l'acte, mais également de produire le dommage tel qu'il s'est réalisé, ce que confirme la Cour de cassation dans cet arrêt du 16 janvier 2020. Là encore, vous avez sur le non-respect des règles du DTU la faute dolosive, un arrêt intéressant du 5 décembre 2019 qui nous dit que le non-respect des règles du DTU ne suffit pas à caractériser la faute dolosive. Alors je rappelle que la faute dolosive, par opposition à la faute intentionnelle, c'est celle dans laquelle l'auteur a la conscience quasi inéluctable de la survenance du sinistre tel qu'il va se réaliser, sans avoir nécessairement l'intention de le réaliser tel qu'il va survenir. Mais cette conscience quasi inéluctable suffit, sur le terrain de la faute dolosive, à permettre d'engager sa responsabilité d'une part, et également permet à l'assureur de se dégager de sa garantie. Eh bien, là encore, la Cour de cassation considère que le seul non-respect des règles du DTU ne suffit pas à caractériser cette faute dolosive. Deux derniers arrêts sur les exclusions de garantie. Le premier qui vient rappeler que les stipulations de la police priment sur les mentions d'attestation d'assurance. En l'espèce, l'attestation d'assurance remise au maître de l'ouvrage ne mentionnait pas une limitation de garantie qui résultait des conditions particulières. Le tiers, donc le bénéficiaire de la garantie, est venu opposer le fait que cette attestation ne précisait pas ces mentions, et la Cour de cassation rappelle que les stipulations de la police priment sur les mentions d'attestation. Il s'agit ici de l'application de la garantie. La question restait posée de la responsabilité de l'assureur, dont on rappelle qu'il est tenu d'informer le maître de l'ouvrage de la manière la plus complète, et que donc le fait de n'avoir pas mentionné à l'attestation de garantie des éventuelles limitations présentes dans la police pourrait parfaitement lui être opposé à faute pour engager sa responsabilité. Il n'en reste pas moins que ce serait sa responsabilité qui serait engagée, mais la garantie ne s'appliquerait pas puisque la garantie est définie strictement par les conditions particulières de la police. Dernier arrêt, c'est celui qui concerne l'exclusion des pertes indirectes. Là, la Cour de cassation nous dit qu'une exclusion qui exclut les pertes indirectes de quelque nature que ce soit, manque à gagner et paralysie, définirait expressément ce qui relève du préjudice de perte d'exploitation et est donc formelle et limitée. Alors j'ai mentionné surtout cet arrêt pour montrer que la Cour de cassation a quand même une interprétation parfois très divergente et selon l'objectif qu'elle tente à apprendre, parce que très sincèrement, la lecture de cette exclusion laisse quand même songeur. Quand on voit certaines exclusions de la faute inexcusable au regard du non-respect des règles de l'art qui sont écartées alors qu'elles sont beaucoup plus précises, on peut s'interroger quand même sur la façon dont les hauts magistrats. Il est vrai qu'il s'agissait ici de la deuxième chambre civile et non de la troisième. Voilà pour les exclusions et les garanties. Nous en terminerons en disant quelques mots du principe de proportionnalité et lié à la construction. Nous avons un certain nombre de décisions qui ont été rendues ces derniers mois relatifs à la question de proportionnalité. Vous savez que la réforme du droit des obligations s'est traduite par la réintroduction d'un nouvel article 1221 du Code civil qui dispose que le créancier d'une obligation peut en poursuivre l'exécution après mise en demeure, sauf si cette exécution est impossible, ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. C'est l'introduction dans la loi
du principe prétorien de proportionnalité que la Cour de cassation avait commencé à développer. Et la question se pose aujourd'hui de l'application de ces principes au droit de la construction et particulièrement aux atteintes à la propriété. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation nous a toujours dit que la propriété était un droit absolu et que ce droit absolu ne pouvait souffrir aucune restriction. Et elle avait toujours écarté jusqu'à présent l'application de ce principe de proportionnalité lorsqu'il était invoqué en regard d'une atteinte à la propriété, que ce soit un empiètement, que ce soit une construction illégale. La Cour de cassation avait toujours estimé qu'autant ce principe de proportionnalité pouvait se concevoir dans un certain nombre de cas, autant en matière d'empiètement au droit de propriété, d'atteinte au droit de propriété, il était systématiquement écarté. Les décisions qui sont rendues viennent modifier cette jurisprudence, elles sont donc importantes. Un premier arrêt du 3 mai 2018 a retenu le principe de proportionnalité pour justifier le rejet de la demande d'un maître d'ouvrage tendant à la démolition d'un ouvrage et à la remise en état du terrain, alors qu'il sollicitait par ailleurs la nullité du contrat de construction. Il est vrai qu'il ne s'agissait pas de l'empiètement, mais de désordre constructif. Donc cet arrêt est intéressant en ce sens. Un deuxième arrêt rendu le 14 février 2019 en matière de non-conformité parasismique va dans le même sens. La Cour retient que la solution de destruction et de reconstruction n'était pas la seule permettant la réparation intégrale et que donc il fallait privilégier celle qui était en quelque sorte la moins lourde ou la plus proportionnée aux dommages. Et un troisième arrêt a été rendu le 21 mars 2019, qui, alors là, pour le coup, lui, a retenu l'application de la démolition, considérant qu'il n'y avait pas d'autre solution et que la nature des désordres imposait la démolition. Donc on voit que la Cour se réserve maintenant une appréciation in concreto de chaque cas pour décider si, oui ou non, le principe de proportionnalité va être retenu ou au contraire s'il devrait être écarté. Il reste que la question se posait de l'application de ce principe à deux domaines, l'empiètement et les servitudes. Sur l'empiètement, il n'y a pas de décision très nouvelle, mais jusqu'à présent, la Cour de cassation a confirmé pour toutes les décisions rendues que l'empiètement sur la propriété d'autrui ne donnait pas lieu à l'application du principe de proportionnalité et que la personne, le propriétaire lésé, avait toujours le droit de demander la démolition de la construction illicite. Et s'agissant de l'empiètement sur une servitude de passage, inversement, la Cour de cassation a retenu, par un arrêt du 19 décembre 2019, que ce principe de proportionnalité s'appliquait aux demandes qui tendaient à faire respecter une telle servitude. Voilà donc pour le panorama des décisions de jurisprudence qui nous ont paru intéressantes à vous signaler ces derniers mois. On voit que c'est quand même très chargé, très varié, mais malgré tout, on voit qu'un certain nombre de décisions confirment des jurisprudences bien entreprises. Il va falloir maintenant rester attentif au sort que donnera la Cour de cassation à l'implication qui découlera de certaines décisions qu'elle a rendues. Merci. Nous allons maintenant prendre quelques instants pour examiner les questions qui ont été posées.
Voilà, alors donc nous avons une première question de Monsieur Alquier qui pose la question effectivement tout à fait prégnante de la réponse à un appel d'offres fait en 2018 avec une assurance souscrite, si j'ai bien compris, chez CBL et une notification de marché actuelle. Alors bon, déjà il faut rappeler que la société CBL a donc été placée en liquidation. Donc il est évident qu'elle ne couvrira pas ses engagements pour les contrats qui ont été souscrits antérieurement. Donc aujourd'hui, malheureusement, les attestations qui ont été délivrées antérieurement sont évidemment sans effet. Non pas parce qu'elles ne sont pas légalement valides, mais tout simplement parce qu'on sait que l'assureur ne répondra pas en cas de sinistre. Ce qui veut dire que la personne qui aura effectivement signé en marché sur la base d'une attestation délivrée par une compagnie dont on sait qu'elle est dans l'incapacité aujourd'hui d'honorer ses obligations va se retrouver dans une situation équivalente à celle d'une personne qui est sans assurance. Alors, pour être très précis, on pourra, je pense pas, lui reprocher un défaut de souscription, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le défaut de souscription d'une assurance obligatoire entraîne une responsabilité non seulement pénale, mais également une responsabilité personnelle du dirigeant d'entreprise qui survit à l'éventuel redressement judiciaire. Donc, il est évident que dans ce cas-là, on n'est pas dans le défaut d'assurance. Vous aviez une assurance valide, régulièrement agréée, distribuée par un assureur régulièrement agréé pour exercer sur le territoire français. Donc, à cet égard, on ne peut pas vous reprocher le défaut d'assurance. Néanmoins, il reste que vous n'êtes pas valablement couvert et qu'à mon sens, il est nécessaire, en tout cas extrêmement prudent, de souscrire une assurance pour la couverture de ce risque. Alors évidemment, ça va coûter probablement plus cher. Il faut en trouver un. Vous avez toujours la possibilité de passer en BCT si vous ne trouvez pas d'assureur qui soit disposé à vous assurer. Le BCT fixera la prime et désignera un assureur en l'obligeant à vous assurer. Mais il est évident qu'aujourd'hui, il me semble dangereux de poursuivre l'exécution d'un marché en n'étant pas garanti. J'imagine que c'est une assurance obligatoire, hein, évidemment, dont vous faites état. Donc voilà pour la première réponse que je pouvais vous apporter à cet égard. Voilà, je vais également répondre à une question posée par Monsieur Cronenberger, excusez-moi si j'écorche votre nom, qui me pose la question de savoir si j'aurais connaissance d'une mise en cause d'un intermédiaire d'assurance qui aurait orienté vers son client vers une compagnie agissant à LPS. Alors, il est évident que je ne peux pas répondre de manière précise à des éléments qui sont susceptibles d'être couverts par le secret professionnel. Tout ce que je peux dire, c'est que sur les principes, on peut imaginer évidemment qu'au regard de la DDA, et d'une manière générale de la responsabilité qui est impartie aux intermédiaires d'assurance par la jurisprudence française, on peut s'interroger sur la qualité de l'obligation de conseil d'un intermédiaire d'assurance qui aurait orienté son client vers une compagnie agissant en LPS ou pas, une compagnie qui serait notoirement peut-être dans l'incapacité de faire face au risque. La question n'est pas celle d'agir en LPS. Hein. Je rappelle que des compagnies notoirement connues agissent sur le territoire français en LPS, qui ont pignon sur rue et qui pour autant sont tout à fait solvables. La question est plutôt, en l'occurrence, si on parle des compagnies qui sont trouvées en défaillance, Elite, CBL, Alpha Insurance, euh, la question est celle de savoir quelles informations les intermédiaires d'assurance détenaient sur la capacité de ces compagnies d'assurance à couvrir les risques, sur leur provisionnement, sur leur solvabilité, et est-ce que cette information a été suffisamment portée à la connaissance de clients qui l'orientaient vers cette compagnie. Il ne s'agit pas tellement de la LPS, on a pu voir dans le passé des défaillances. Je rappelle que Springs, qui a été notoirement défaillante, ou que Canon, qui était notoirement défaillante, n'intervenait pas en LPS, et pour autant, on
causé des défaillances avec des conséquences tout aussi lourdes que celles des actuelles compagnies intervenant en LPS. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, je vais répondre à la question de Monsieur Hill. Question très intéressante, puisque précisément c'est tout l'objet de la jurisprudence du 15 juin 2017 et du 14 septembre 2017, c'est la question de l'élément d'équipement installé sur un existant. La Cour de cassation est venue nous dire par ses arrêts de 15 juin 2017 et suivants qu'à la différence à jurisprudence antérieure qui distinguait s'agissant de l'installation d'un élément d'équipement sur un existant, elle disait que soit cet élément d'équipement était lui-même un ouvrage et donc il entraînait la garantie décennale s'il y avait une impropriété à destination de cet ouvrage, donc l'élément lui-même, soit il n'était pas un ouvrage, dans ce cas-là, c'était la RC contractuelle pure. Par ses arrêts du 15 juin 2017, la Cour de cassation a complètement modifié sa jurisprudence et considère désormais que cet élément d'équipement soit ou non dissociable, dès lors que par son dysfonctionnement, il entraîne l'impropriété à destination de l'ouvrage existant dans son ensemble, il met en jeu la garantie décennale de l'installateur sur l'ensemble de l'existant. Et par un autre arrêt du 26 octobre 2017, elle a précisé qu'il mettait également en jeu l'assurance obligatoire de responsabilité décennale sur l'ensemble de l'existant par une interprétation par ailleurs discutable, mais littéralement juste, de l'article 243.1.1 du Code des assurances. Donc, pour répondre à votre question, un aménagement de salle de bain posé dans un logement existant, considérant qu'il s'agirait d'un élément d'équipement et pas d'une simple peinture, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, qui entraînerait l'impropriété à destination de l'existant, aurait pour conséquence d'entraîner la garantie décennale de l'installateur, et notamment la défectuosité du système d'étanchéité. Clairement, si cet élément d'équipement entraînait effectivement un dégât des eaux ou une impropriété à destination, ça entraînerait la responsabilité décennale de son installateur et la garantie de son assurance. La difficulté étant que, bien souvent, les intervenants pour des petites opérations comme ça ne sont pas garantis en décennale, ce qui évidemment leur fait encourir les sanctions que j'évoquais tout à l'heure, pénales et de responsabilité personnelle. Voilà, je vais également répondre rapidement à deux autres questions. Une question de Monsieur Saint-Silly qui nous demande quel est l'état précis de la couverture de la Guadeloupe. Ben, c'est exactement le même état que la couverture du reste du territoire français, la Guadeloupe étant un département français. Les assureurs agissant en LPS aujourd'hui peuvent décerner des garanties sur le territoire de la Guadeloupe, fait partie de l'Union européenne. Par contre, évidemment, les compagnies d'assurance qui ne sont pas régulièrement agréées ou dans leur état d'origine, ou qui ne sont pas membres de l'espace économique européen et qui ne disposent pas d'un agrément spécifique délivré par la CPR, ne peuvent pas, évidemment, délivrer de garantie sur ce territoire. Une question rapide aussi de Monsieur De Witt concernant un problème qui ne touche pas réellement à la construction, un problème de CatNat. Juste pour répondre en rappelant que le délai pour déclarer un désordre en CatNat est de 10 jours à compter de l'arrêté, que certes la jurisprudence a pu considérer que ce délai n'entraînait pas de déchéance lorsque l'assuré pouvait démontrer qu'il n'avait pas eu connaissance des désordres à la date de parution de l'arrêté et qu'il l'avait déclaré dans les 10 jours de la connaissance des désordres, mais c'est à lui qu'il appartient de prouver qu'à la date de l'arrêté, il n'avait pas connaissance des désordres susceptibles de constituer le dommage de CatNat qui est prévu et garanti. Voilà. Donc, merci pour ces questions. Et voilà, pour les autres questions qui réclament une réponse peut-être plus approfondie, je pense que le plus simple sera effectivement que nous les traitions postérieurement. Merci à tous.